très important, on est obligé d'en parler, c'est sa bataille de Séville. Et évidemment, après, Jacob Frank, pour expliquer quel rôle ils vont avoir, parce qu'ils vont avoir un rôle énorme dans... Capital, pour les musulmans comme pour les chrétiens. Alors d'abord, dans l'ordre, il faut dire que sa bataille se fit, donc XVIIe siècle, 1626-1678, et Jacob Frank, 1726, un siècle après sa naissance, 1791. Ils n'ont pu faire ce qu'ils ont fait donc que grâce aux travaux d'Isaac Luria, avec le principe de la rédemption par le péché. Et c'est ça qui est très dur à comprendre, faire un mal en vue d'un bien. C'est pas le truc qui vient naturellement à l'esprit, et c'est même légèrement, profondément tordu. Je dois vous dire que plus d'une fois, en lisant leurs travaux, mais je me disais, mais ils sont tordus. Parce que faire un mal en vue d'un bien, c'est bon. Et ça va très loin. Parce qu'en gros, ce que je dis, ça peut paraître choquant, mais quand on lit, entre autres, les travaux de Gershom Scholem, des éléments gravissimes, comme par exemple le génocide arménien en 1915 et des chrétiens de l'Empire ottoman, ça a été fait, et ensuite je vais répondre, me raccrocher à votre remarque, je prends une petite voix, ça a été fait par les jeunes Turcs, créé à l'origine le 14 juillet 1889. C'est pas l'effet du hasard, puisque ils étaient amoureux de la Révolution française, et ces jeunes Turcs descendaient de ces juifs faussement convertis à l'islam, avec sa bataille se fit, et puis en 1683, plusieurs centaines de familles à Salonique, juives, qui se convertissent faussement à l'islam. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle cette duplicité, le côté marane, mais version musulmane. Voilà, les Domnais, les apostats. Et sa bataille, Gershom Scholem le dit, et j'ai mis cette phrase que je ne peux plus citer de mémoire, mais je peux en tout cas redire. Il dit qu'il y avait, malgré les variétés de degrés de perversion, une volonté de faire un mal très grand en vue d'un bien. Et ces jeunes Turcs qui vont procéder au génocide arménien de l'Empire ottoman, c'était une manière de détruire, d'anéantir ces fameuses kélipotes, ces impuretés contraires à leur idéal, leur esprit tordu. C'est-à-dire que ces chrétiens du Proche-Orient représentaient des choses négatives, contraires à leur pensée, à leur élévation, donc il fallait les détruire en vue d'un bien, éliminer ces impuretés, ces kélipotes. Et je dis que la même chose s'est produite avec le nazisme, où en fait le nazisme, ça peut paraître choquant, mais vous pensez bien que je n'ai pas balancé ça comme ça, le nazisme c'est du sabbatéo-franquisme. Et le fait de détruire, d'anéantir des centaines, des millions même, juifs durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une manière, des juifs qui étaient respectueux du Talmud, des juifs, j'allais dire, orthodoxes, c'était une manière de détruire des kélipotes contraires à l'idéal sabbatéo-franquiste. Parce que le propre des sabbatéens et des franquistes, c'est d'être les ennemis des juifs donc, mais des juifs ennemis du Talmud. C'est ça qui est frappant, c'est qu'ils se sont révoltés, quand on lit les travaux de Scholem, ils se sont révoltés à l'aspect sclérose des juifs restés fidèles au Talmud. Et il y a eu des guerres à mort, mais quand je dis des guerres à mort, entre d'un côté les sabbatéens et les juifs orthodoxes, et les franquistes, et les juifs du XVIIIe siècle et après. Et d'ailleurs, au début, on n'appelait pas les franquistes. Les franquistes, on les appelait les sabbatéens, comme les dignes successeurs. Puis à un moment donné, pour distinguer, on les appelait les franquistes. Et c'est ça qui est frappant. Je dois vous dire que j'ai eu une chance. C'est, pour le franquisme, il y a... Bon, Gershom Scholem, évidemment, est un éminent... historien et connaisseur de la chose, mais il s'est appuyé entre autres sur les travaux d'un avocat et juif polonais qui s'appelait Alexandre Kraushaar, pour vous situer 1843-1931, et qui a fait la seule étude, mais l'étude béton, sur Jacob Frank et le mouvement franquiste. Livre en 2 tomes, sorti pour la première fois en polonais, donc en 1895. Ces 2 tomes viennent pour la première fois d'être traduits en français, sorti en février 2017, aux éditions Hades, ou Had, je ne sais jamais comment on prend. Ça s'écrit H-A-D-E-S. Donc Alexandre Kraushaar, c'est sur Amazon. Il faut même, je crois, écrire Alexander Kraushaar, Jacob Frank et le mouvement franquiste. Et ouvrage absolument extraordinaire, c'est lui qui a fait l'étude indépassable à partir de pièces d'archives qui n'existent plus, pour la plupart, parce qu'elles ont été détruites par la destruction des bibliothèques de Varsovie en 1939.
Et donc vraiment, c'est l'étude, et d'ailleurs Gershom-Scholem en parlait, parce que lui, il avait eu la version polonaise, il en parlait avec chaleur, vraiment, bon. Et j'ai eu le privilège d'avoir, avant la parution en français cette année, l'année dernière, j'ai eu le privilège d'avoir les originaux de ce livre de 1895, avec sa traduction en français, et je m'en suis servi. Et je me suis rendu compte que Gershom-Scholem, qui s'était appuyé énormément sur les travaux d'Alexandre Krauss-Haar, s'était bien gardé de balancer certaines choses fort désagréables, entre autres dans les chapitres 14 et surtout le chapitre 16 du tome 2, où Alexandre Krauss-Haar parle de la famille de Jacob Frank et de sa fille, Ève, qui va être la maîtresse de l'empereur d'Autriche, Joseph II. Et surtout, grâce à Krauss-Haar, on apprend que la famille Frank, et surtout sa fille, vont être financées par les Rothschild. La fameuse Rothschild. Et j'ai pu, grâce aux informations apportées par Alexandre Krauss-Haar, apporter des informations inédites qu'il n'avait pas. En effet, Alexandre Krauss-Haar évoque ce point capital. Il cite une fois le nom d'un Allemand. Il cite une fois, il parle d'un patriote allemand qui s'appelait Simon Moritz von Bethmann, 1768-1826. Je ne le connaissais pas. Avec un petit doute, puisque dans Simon Moritz von Bethmann, il y a un chancelier allemand de 1909 à 1917 qui s'appelait Theodor von Bethmann-Hollweg. Et avec des recherches, je me suis rendu compte que ce Simon Moritz von Bethmann avait une sœur, Suzanne, je crois, von Bethmann, qui va épouser un certain Johann Jakob von Hollweg, et ils vont associer leurs noms, et dans leur descendance, il va y avoir le fameux Theodor von Bethmann-Hollweg, chancelier du Reich sous Guillaume II de 1909 à 1917. Et il y a, à ma connaissance, une seule étude faite par un universitaire allemand sur Simon Moritz von Bethmann, étude que j'ai pu avoir. Donc, Krauss-Haar cite une fois cet ouvrage, cite une fois, ce nom de Bethmann, et en fait, ce Simon Moritz von Bethmann est un élément clé en lien avec le franquisme et avec Napoléon Ier, la Prusse, l'Autriche et la Russie. En effet, il était d'abord banquier, il travaillait, c'était la banque Bethmann, en lien avec les Rothschild, et puis d'autres maisons bancaires qui s'appelaient Brentano, Mullens et Gontard, un nom bien français, mais en fait c'était des Allemands descendants de huguenots qui avaient immigré en Allemagne un siècle avant. Et c'est un élément déterminant, pourquoi? Parce que dès 1792, le jeune Simon Moritz von Bethmann noue des liens d'amitié à Francfort avec un représentant russe qui s'appelait Nikolai Rumjontsov et qui va devenir quelques années plus tard le ministre des Finances et du Commerce du Tsar. Donc déjà, Finances et Commerce du Tsar, donc vous voyez le poste du bonhomme. Et en raison de tous ces liens d'amitié professionnelle, en banquier aussi, ce Simon Moritz von Bethmann va devenir le consul allemand au service du tsar Alexandre Ier de 1802 à 1810. Et Francfort est une plaque tournante. Tournante pour l'aspect financier, économique, mais aussi parce que nous avons, depuis la défaite de la Prusse face à Napoléon Ier, la destruction du Saint-Empire romain germanique, la création de la Confédération du Rhin. Et cette Confédération du Rhin est dirigée par un certain Dalberg. Alors, je vais faire une toute petite pause parce que c'est ça qui est terrible. Il y a plein de morceaux de puzzle. Je mets 30 secondes Alexandre Krauss-Haar de côté, je mets 30 secondes de côté Simon Moritz von Bethmann, et je vais parler d'un autre morceau de puzzle, puis à un moment donné, ça se réunit. Il y a ce qu'on a appelé au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, les fameuses illuminés de Bavière. Alors, il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées, mais aussi d'excellentes choses racontées par d'autres personnes, mais quand il s'agit d'excellentes choses prouvées, là, on se garde bien de les diffuser. Vous avez eu en 1786 un représentant des illuminés de Bavière, le fameux Adam Weishaupt, un de ces représentants qui va être tué par la foudre. Il était poursuivi par la police bavaroise. Et celle-ci va se saisir des papiers qu'il avait donc trouvés sur le cadavre et ensuite faire des investigations. Et tous les papiers découverts par la police bavaroise vont être publiés
aux archives de la Maison royale de Bavière, mais aussi avec les procès-verbaux, parce que ces illuminés de Bavière vont être poursuivis en justice, les archives de la police bavaroise. Et il va y avoir aussi une loge maçonnique qui s'appelait Ernst Bode qui va être perquisitionnée. Donc des pièces d'archives. Et à ma connaissance, il y a une seule personne qui a fait une étude remarquable, c'est un Français, qui s'appelait René Le Forestier, qui en 1915 s'est appuyé sur toutes ces pièces d'archives. Livre de 1915 réédité en 2001. Alors j'ai mis les références, livre que je possède, et ce livre est passionnant. Pourquoi ? Parce que René Le Forestier présente au début de ce livre toutes les pièces d'archives saisies par la police bavaroise. Alors en fait il y a trois choses. Il y a donc les pièces d'archives de la Maison royale de Bavière, les archives de la police bavaroise et les archives de Ernst Bode. Donc les documents officiels qui n'existent quasiment plus, détruits là aussi par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. On n'oublie jamais, on oublie toujours l'aspect destruction culturelle de la Seconde Guerre mondiale, c'est atroce. Donc on a des pièces d'archives. Et on apprend, grâce à René Le Forestier, que ce Dalberg était un illuminé de Bavière. Et donc il va se retrouver prince primat de la Confédération du Rhin et travailler, et hop, je retourne vers Krauss-Art. Ce Dalberg, illuminé de Bavière et donc à la tête de la Confédération du Rhin, va travailler avec Bethmann, en liaison aussi avec Napoléon, en liaison avec le tsar, en liaison avec l'empereur d'Autriche, en liaison avec le roi de Prusse. Le roi de Prusse, qui avait un banquier qui s'appelait Isaac Daniel ou Daniel Isaac Itzik, qui était membre des Frères asiatiques, fondés à l'origine par le petit cousin de Jacob Frank, Junius Frey, qui à cette époque est dirigé, compte tenu que Junius Frey est décapité en 1794, par un des plus grands membres de la famille, enfin de la noblesse germanique, Charles de Hesse-Kassel, une des plus grandes fortunes, qui participe, lui, en 1786, et avec le duc de Brunswick, à la fameuse réunion de Wilhelmsbad, qui prépare la Révolution française. Ce que j'essaie de montrer, c'est pas évident en quelques mots, et je m'excuse auprès des auditeurs, enfin ceux qui nous écoutent, c'est que j'essaie en quelques mots et en quelques minutes de vous montrer plein de liens politiques, financiers, économiques, d'espionnage, parce que le Simon Maurice von Bethmann, qui était consul à Francfort au service du tsar, il était un espion. Il avait des contacts avec le tsar, mais aussi avec Napoléon, et c'était une plaque tournante, tout en étant banquier, tout en travaillant en liaison avec les Rothschild, qui eux-mêmes finançaient, entre autres, la famille Franck. Mais voilà, tout ça c'est lié. Et pourquoi j'en parle ? Pourquoi ? Parce que et là je me tourne vers Alexandre Krauss-Art, lorsqu'il y a la défaite de Napoléon à la fin de l'année 1813, la fameuse bataille des Nations, dans sa retraite, Napoléon et sa garde rapprochée se réfugient dans la grande propriété de Simon Maurice von Bethmann. Et ensuite, il quitte cette propriété pour regagner Paris. Qui arrive dans les jours qui suivent ? Le tsar Alexandre Ier, qui va loger, lui aussi, dans la propriété de Simon Maurice von Bethmann. Et qu'est-ce qu'il fait, le tsar ? Il va rendre visite à qui ? À Ève Franck, la fille de Jacob Frank. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le tsar Alexandre Ier voulait créer un œcuménisme chrétien, judéo-chrétien. Et Jacob Frank, et ensuite sa fille, Ève, avaient réuni plusieurs milliers de personnes, de juifs faussement convertis au catholicisme, où il y avait un mélange de catholicisme et de judaïsme. Et Alexandre Ier voulait rentrer en contact avec Ève Franck. Il va le faire 2 fois. Et Alexandre Krauss-Art précise que quelque temps avant l'arrivée d'Alexandre Ier pour voir la fille de Jacob Frank, celle-ci va avoir la visite de Nesselrode. Nesselrode qui était le ministre des Affaires étrangères du tsar Alexandre Ier. Et grâce à l'étude qui a été faite sur Simon Maurice von Bethmann, j'ai pu apprendre que la mère de Nesselrode était une demoiselle Gontard, de la banque Gontard, travaillant avec Bethmann, Brentano, Rothschild, Mullens. Donc c'est un immense puzzle avec plein de ramifications politiques, économiques, financières, familiales, ésotériques. C'est un immense puzzle et donc j'ai essayé de réunir ça et d'avant, excusez-moi pour ce côté apparemment vague mais en même temps très précis et qui tient la route parce que c'est ça qui est frappant, c'est que la cour du tsar
avec Alexandre Ier, va être contaminé par ces idées sabbatéo-franquistes, parce que, et c'est ça que raconte en particulier Krauss-Hart, au sein de la cour du tsar, vous avez des personnes acquises à cette union judéo-chrétienne. Et ça va contaminer tout le 19e siècle et toute la famille du tsar. Surtout, c'est que les tsars vont épouser des princesses allemandes, les Hesse-Kassel, qui étaient plongées dans l'ésotérisme, dans la Kabbale juive, entre autres avec le fameux ancêtre Charles de Hesse-Kassel qui avait succédé à Junius Frey, petit cousin de Jacob Frank. Et c'est ça qui permet d'expliquer, entre autres, la révolution bolchevique de 1917, un esprit judéo-chrétien, un mélange tordu. On peut trouver, oui,